Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Mesdames et messieurs, fidèles et chaleureux auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation. Merci de faire toujours le choix de votre radio utile et agréable. J'espère que la journée vous aura souri. Si elle a plutôt été difficile, gardez la foi, c'est la vie et ses saisons. Un peu de joie, un peu de peine, un peu de larmes, un peu de fou rire, mais restez toujours positif. Il fait briller ce plateau de mille feux par sa présence. Il est avec nous sur ce plateau pour nous amener dans l'univers du leadership. Roland Kouemen, coach, formateur en leadership, un homme de grande valeur et grand passionné de l'Afrique. Entre enfance, parcours, échecs, défis et gloire, Roland nous dira tout sur lui. Des choses qu'il n'a jamais avouées à personne. Du moins, on espère. Allons donc à la rencontre de cette mécène. Allons donc parcourir sa vie sur 360 degrés, côté cour, côté jardin, et découvrons ensemble qui il est en réalité. Je suis accompagnée fidèlement à la technique par William Choualak. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande. Vous êtes au fil de la conversation et notre invité du jour, c'est Roland Kouemen, coach formateur en leadership, président en 2010 de la JCE, Junior Chamber International, en français, la Jeune Chambre Internationale. Roland Kouemen, vous êtes né le 4 avril 1971, on rappelle, on dirait près du titre, Somaloba, que nous venons d'écouter. Tout à fait. Au Cameroun, à Yaoundé, vous êtes titulaire d'un master en management international de l'IAE Poitiers, France. L'IAE qui est l'Institut d'administration des entreprises. Et vous êtes également titulaire d'un diplôme sur la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable de l'Institut de la Banque mondiale. Vous êtes directeur exécutif, vous avez été directeur exécutif chez Adcom, ensuite directeur général pendant 25 ans, 7 mois. Et aujourd'hui, chairman de Go Ahead Africa pendant, on va dire, 12 ans, 7 mois. Vous êtes donc le chairman de Go Africa, un cabinet de formation et de coaching dont l'objectif est de contribuer au développement de l'Afrique en renforçant les capacités de ses acteurs de développement. Dans le cadre de sa politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, Go Ahead Africa, en partenariat avec PLF, organise et facilite des académies de leadership et d'entrepreneuriat dans de nombreux pays africains. Des programmes axés sur la formation, l'autonomisation, la mise en réseau des jeunes et des leaders et entrepreneurs. Vous êtes donc un leader d'impact qui inspire, un excellent orateur, un formateur et coach qui possède les clés et les mots justes pour éveiller le pouvoir du leadership transformationnel qui sommeille en chaque individu. Vous animez des sujets de coaching sur des chaînes de télévision, des réseaux sociaux et en présentiel aussi. Vous êtes auteur de 3 livres, The Impact of One, sorti en 2018, Impactitude Spirit, tome 1 sorti en 2020 et puis son tome 2 ensuite sorti en 2022. Roland Kouemen, c'est des conférences dans plus de 90 pays. Vous animez et facilitez des sessions de formation en leadership, management et entrepreneurship. Vous parlez parfaitement français et anglais. Bon, même en pidgin, on ne tente pas. Bienvenue au fil de la conversation. Bienvenue Roland Kouemen sur les antennes d'ABK Radio. Merci Bébel, merci pour cette brillante introduction. Et c'est un plaisir pour moi d'être
votre invité. Et puis, j'espère qu'on va passer une heure extraordinaire avec vos auditeurs et surtout aussi que ce sera des moments de partage. Quand je regarde l'heure de l'émission, on est déjà en fin de journée, les gens sont bien fatigués et que déjà merci à cette musique de Manu Dibango, Swaloba, 111, dont je disais, mais dans sa 50, c'est une musique qui a 52 ans, oui, dans mon âge. Et puis aussi un salut très spécial à William qui a la technique. Pourquoi il est spécial, je disais, parce que notre premier fils se prénomme William. Oui, c'est ça. Et puis, il y a toujours quelque chose de spécial en tous les Williams que je connais. Il y a toujours un truc. Un gros coucou à tous les Williams, dans tous les cas, qui nous écoutent. Alors, au thé café, qu'est-ce que vous prenez? Thé. Thé. À quelle fréquence vous prenez du thé souvent? 3 fois. Waouh. Oui, le matin. Oui. À 12h et puis avant de me coucher. Souvent même 4. C'est ma boisson chaude préférée. Café, non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Du moins, c'est un thème de peut-être digestion. J'aime bien les boissons chaudes par rapport à la voix, comme mon métier. Oui. Je dois beaucoup parler. Et comme là, depuis 2 jours, non, depuis 3 jours. C'est chaud, depuis lundi, oui. J'enregistre. Donc, j'ai enregistré près de 45 vidéos depuis le matin même. Waouh. Je suis épuisé. Mais voilà, le rendez-vous était pris et puis c'est très important de venir partager et tout. Donc, voilà, pour le grand plaisir des auditeurs. Oui, on a terminé. Ça va faire à peine 45 minutes. Oui. Et de là-bas, je suis venu et j'étais là depuis 15 minutes avant l'émission. C'est ça, je confirme. Vous êtes né à Yaoundé. D'ailleurs, c'est où vous passez votre enfance? Tout à fait. Yaoundé, c'est 3 ans. Et après mes grands-parents paternels demandent à mes parents qu'il faudrait que je vienne à Douala. Mon grand-père vient me chercher. Voilà. Ce qui sera très difficile pour mes parents parce que je suis le premier fils. Alors, j'aime raconter. Oui. Ma maman s'est mariée à 14 ans et demi, 15 ans. Oui. Et donc, on m'a accouché pratiquement à 16 ans. Papa avait 23 ans. Donc, c'était vraiment 2 jeunes. 2 jeunes. Et le premier fils qui s'en va, donc, le grand-père vient et dit, bon voilà, je n'ai jamais raconté ça, même dans mes livres. Ah, donc, nous avons l'exclusivité. Voilà, c'est le grand-père vient et dit, bon, mon papa était tout malheureux, mais comme l'ancienne école, on respectait les parents vraiment. Oui, donc mon papa était dépassé, il ne comprenait pas, mais comme il respectait son papa, surtout que le papa est parti de Douala pour Yaoundé. Il a dit, je viens récupérer. Ma maman me dit avoir pleuré pendant des mois. Surtout que après mon petit frère, l'écart c'est 3 ans et demi. Donc voilà, donc, on m'a pris comme ça. Et puis j'ai grandi à Newbel, à la gare de Newbel. Donc j'ai fait Sacré-Cœur de Newbel. Avant ça, j'ai fait l'école maternelle à Makia. Vous voyez en face du lycée de Newbel. Oui. Il y a une école maternelle là-bas. Ça aussi, beaucoup ne connaissent pas. C'est vrai, chaque fois, je parle beaucoup plus de Sacré-Cœur Newbel. Oui. Mais j'ai fait la maternelle à Makia. Et un jour, il faudra que je reparte là-bas. Si j'en ai reparti. Chaque fois quand je passe vers le lycée de Newbel, au main central, mais les enfants sont au courant que papa a fait la maternelle à Makia. Donc, je suis un enfant de Newbel, à gare de Newbel. La rivière de votre enfance, on n'oublie jamais en réalité d'où on vient. Ça forge. C'était une enfance très, très joyeuse. Les grands-parents gardent des enfants, vous savez. Les grands-parents. Oui. Voilà. Pourtant, c'était des personnes qui ont été très strictes, ce qui est valable pour tout le monde. Très strictes avec mes parents, dont mon papa avait tellement peur de son papa. Oui. Mais moi, je gagnais mon grand-père adorable, dont je pouvais faire tout ce que je voulais. Et donc, je vais rester. Et puis, papa, quand il sera affecté au centre d'instruction d'application de la police à Moutingene, et il revoit son papa, mon grand-père, et dit qu'il est temps que, comme. Et puis, moi, mon grand-père estime que oui, il est un peu fatigué. Oui. Et la séparation était très douloureuse. J'ai l'image comme c'était hier. J'avais beaucoup d'amour pour mes grands-parents. Oui, c'était adorable. Et oui, puisque vous avez grandi. Voilà, et par contre, mes parents étaient trop stricts. Donc, quand mon papa venait souvent, je trouvais qu'il était très strict. Bon, les parents sont plus stricts
que les grands-parents. C'est maintenant que je vais comprendre, j'ai compris plus tard. Mais je suis parti à Moutingene. Et à Moutingene est réputé comme une ville très très difficile. Je l'écris d'ailleurs dans le premier livre, The Impact of One, qui est un peu un livre autobiographique. À Moutingene, les jeunes, c'est une ville très difficile. J'ai vu des jeunes très tôt fumer du chanvre, faire des trucs. C'est dans cette ambiance. Mais c'est aussi une ville bienveillante où le jeune doit se battre, où rien n'est donné, rien n'est acquis. Et il faut se battre. Donc c'est aussi une ville. C'est pour ça que peut-être je ne parle très bien pidgin parce qu'effectivement je suis un enfant de Moutingene. À Moutingene c'est le pidgin. Oui. Donc je suis arrivé à Moutingene en 80. Donc j'ai fait l'école publique francophone de Moutingene. C'est là-bas où j'ai eu mon CEPE. Voilà, 82 je pense. Et puis je suis entré au lycée bilingue de Boya. J'ai fait 6e jusqu'à le BPC au lycée bilingue. Oui. Et après mon BPC, je suis revenu sur Douala. J'ai fait le concours du centre de lycée technique de Douala. Alors, à quel moment est-ce que vous partez pour l'étranger? L'étranger commence sur le plan professionnel. J'ai fait toutes mes études au Cameroun, c'est ça qui est extraordinaire. Et je bosse Air Affaires Afrique dans une compagnie d'aviation d'affaires. On loue les avions. Oui. Et après 1 an et demi, j'ai une promotion comme country manager. Dans le jargon du transport aérien, on parle de représentant. C'est maintenant qu'on a modernisé, on parle de country manager. Moi, dans les années 94, 96, et tout, c'est représentant. Donc, représentant pays. Et je serai à Malabo. Malabo, je couvre Sao Tomé et Principe et puis la Guinée équatoriale. Et de là-bas, je démissionne. Je reviens au Cameroun parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat. Et j'estime qu'il y a un métier ou un secteur d'activité qui est très promoteur. Ça sera les TIC. Donc je rencontre un aîné, Gangue Seke, qui a le premier cybercafé du Cameroun, je pense. Cyber Bao. Oui. C'est à Aqua. Donc j'ai dit au grand, moi ça m'intéresse cette technologie. Ce que je vais faire, je peux t'apporter mon expertise dans le management, dans tout ce qui est marketing et tout. Tu ne me payes pas et tout, mais moi je voudrais apprendre. Ça m'intéresse parce que je pense que c'est la bénie. On était assez ouvert, open. Et il me dit, où est-ce que tu souhaiterais ouvrir ton cyber? J'ai dit à Boya. Parce que j'avais fait un peu le tour des universités d'État à l'époque pour regarder où est-ce que... Mais je me suis dit, cette technologie est très anglo-saxonne. Et puis eux, je pense qu'ils vont beaucoup plus embrasser. Parce que tous les thèmes à l'époque, Internet, quand on dit Windows, c'est tout ça en anglais. Tout le vocabulaire est anglo-saxon. Donc voilà comment je m'installe avec lui. Et puis, un an après, il y a un jeune qui revient des États-Unis qui fait presque la même chose et qui demande, il y a un rapprochement. Du moins, il cherche à me rencontrer et puis on devient de très bons amis. Et c'est GlobalNet, donc Albert Kamanou, qui lance GlobalNet. Et c'est avec lui qu'on va finalement aboutir à la création de cyber. Il va m'accompagner parce qu'à l'époque, Internet, ce n'est pas satellite. Oui. Voilà. Je vous parle des histoires de 97, 18, 19. Donc, c'est plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Et pour avoir une connexion Internet, ce n'était pas satellite, les VSAT. Et voilà comment on va se battre, mettre des moyens ensemble et installer notre VSAT à Boya. On va ouvrir le 2e cybercafé de la ville. Oh, mais quelle histoire! Quelle histoire, mais quelle Donc, je me lance histoire. dans les TIC par passion. Et ensuite, j'intègre la jeune chambre internationale, donc Boya Summit, la branche locale. Et de là-bas, je me rends compte qu'ils ont un très bon projet, l'organisation, le Best Business Plan Competition. Donc c'est un concours de plan d'affaires. Or, j'avais créé le cyber et tous ces projets sans avoir un plan d'affaires. J'apprends à faire un plan d'affaires et tout, et je compétis. J'arrive à la finale mondiale à Copenhague. Oui. C'est mon premier congrès mondial de la jeune chambre 2003. Oui. Et c'est comme ça, je ne gagne pas, je suis parmi les finalistes, mais mon projet est mieux structuré. Et dès que je rentre, j'ai l'information que MTN veut lancer une fondation d'entreprise. Et que dans les piliers de cette fondation, il y aura sciences, éducation et technologie. Ah. Donc, du coup, moi, j'écris à la fondation
que, puisque j'ai commencé, ce que j'ai oublié, quand je rentre de ce projet, 9 mois après, je commence à créer des centres multimédia dans 2 établissements à Boya, un à Boya, un à Tico. Puisque je comprends très bien que les TIC ne vont pas rester au niveau universitaire. Les jeunes arrivent à l'université, ça c'est une histoire vraie, ils n'avaient pas encore vu un ordinateur. Ils pouvaient même, à l'époque, une adresse email était créée par nous. On a créé près de 6000 adresses email à Boya. Parce qu'on avait quoi, une quinzaine de machines. L'université de Boya, c'était à l'époque 7000 étudiants. Oui. Et les gars veulent l'adresse email. L'adresse email était 1000 francs pour une adresse email. Internet, c'était 100 francs la minute. Oui. Wow. On pouvait faire un chiffre d'affaires d'à peu près 180 à 200 000 francs par jour en cybercafé. Oui. Et donc nous, tu remplis la fiche, ton email, ton mot de passe, et tu reviens dans 3 jours. Nous, on a vu ça comme ce que j'avais fait, j'ai offert gratuitement. Donc au lieu que Internet, l'email soit 1000 francs, comme les autres, du moins celui que j'avais trouvé, j'ai dit non, on t'offre. Donc il y avait un rang incroyable dans mon cyber. On commençait à 7 heures. Imagine bien. Avant minuit, on était toujours là. Et personne n'a su que j'étais le propriétaire du cyber. Ils croyaient que je travaillais. Tout le monde, les étudiants savaient que je bosse. Ils ne savaient pas que j'étais le propriétaire. Oh, mais quelle histoire, quel parcours. Hein? Je nettoyais. Avec mes collaborateurs, on avait 3 collaborateurs. Et puis voilà, un de mes amis d'enfance qui avait accepté m'accompagner dans l'aventure. Lui aussi qui était très top, très cool. Et puis une jeune dame, Sylvia, qui était un peu venue pour nettoyer et tout, mais très dynamique, très bien. Et j'aime l'histoire de Sylvia parce qu'elle est venue chez moi, elle n'avait pas le CPE. Mais quand elle terminait, elle était déjà à l'université. J'ai vu qu'elle était vraiment intelligente. Oui. Et elle avait fait un enfant, peut-être style comme ça, abandonné. Et je mets bienveillante, travailleuse. J'ai dit, you go back to school. Elle me dit, monsieur, est-ce que c'est possible? Il dit, regarde ces jeunes qui viennent, qui parlent anglais et tout. Mais toi, tu es plus intelligente. J'ai dit, bon, ok. Chaque fois, coup de soir et tout. Et d'ici O-level, A-level, university. Aujourd'hui, elle a un master, elle travaille à l'université de Boya. Sylvia, ma première employée, je ne vais jamais oublier. Oui. Première employée, Sylvia. C'est une grande dame maintenant. Mariée avec 2 enfants. Ben, très tôt, hein, il y avait déjà quand même ces signes de leadership. Oui. Peut-être le fait que je sois premier fils, je ne sais pas. Je suis le premier d'une fratrie de 10. Mais le fait aussi d'être avec les grands-parents, ça aurait pu casser tout. J'aurais pu être irresponsable. Parce que les grands-parents gâtent l'enfant. C'est-à-dire, voilà. Mais ceux qui éduquent l'enfant, c'est le parent. Mais avec mon grand-père, il était quand même très ferme. C'était quelqu'un, il ne m'a pas gâté en tant que tel, mais il pouvait céder certains caprices. Oui. Mais par contre, tous les 5h30, il fallait aller à l'église. Cette douleur, je ne vais jamais oublier. Donc lui, j'étais comme son porte-monnaie parce qu'il était très pieux. Oui. Il était un catholique pratiquant. Donc, on allait à l'église ensemble. C'est resté. Donc, jusqu'à maintenant, à mon âge, tous les dimanches, je vais à l'église. J'ai pris ça de mon grand-papa. D'accord. Comment se passent souvent vos journées avec tout ce que vous avez comme activité? Comment arrivez-vous à organiser vos journées? Le mot a été lâché. C'est une question d'organisation. Donc, je planifie énormément. Je connais, avant de me coucher, je fais le bilan de ma journée. Le lendemain, je sais exactement ce que je vais faire. Je sais même ce que je vais porter. Sur la semaine, c'est bizarre. Tout est... Ouais. J'ai au moins 3 valises. Oui. Pratiquement. Si on me dit un séminaire demain, comme là, on a toute une équipe à Kribi pour un client, tout est prêt. Et la semaine prochaine, on a 2 autres séminaires. Donc, c'est valise sur valise. Il m'arrive d'arriver, déposer. Je prends la semaine passée, par exemple. Depuis 3 semaines, j'ai fait 7 sur 7. C'est-à-dire, de lundi à dimanche, j'ai bossé. Pas parce que je veux. Il y a des clients, on est tellement sollicités. Alors, je me rappelle, la semaine passée, j'ai travaillé jusqu'à vendredi. Et puis le week-end, le séminaire jusqu'à dimanche. Et lundi, je prends le vol pour Brazza. Ensuite, Point Noir par rapport à l'OMS. L'OMS nous a demandé, le bureau Afrique, de les accompagner. Ils avaient leur retrait stratégique. Donc j'ai fait 4 jours après. Je suis rentré vendredi. Vendredi, on a atterri à 16h, 16h15. Le temps de récupérer les bagages. Et 17h, je prenais la route pour Kribi. Et à 21h30, 22h, j'étais à Kribi. Et le matin, à 8h, j'ai commencé une session jusqu'à dimanche. Mais pour ça, il faut que les valises soient ce que je parlais de 2-3 valises. Donc on dépose, on prend. C'est une question d'organisation. C'est vraiment une discipline
Et puis voilà, je sais que j'ai donné mon feu vert pour cette émission, donc je crée le temps. D'accord. Alors, comment se passe, on va un peu parler de votre alimentation. Pour avoir voyagé dans 90 pays, quelle est la routine alimentaire? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Donc, moi, j'aime beaucoup les repas camerounais. Et mon repas favori, c'est le watafoufou et le héros. Oui. Mais comme petit déjeuner, parce que j'ai fait quand même beaucoup d'années à Boya, je me suis installé à Boya en 98. Je suis reparti en 2018 à cause de la crise. Il fallait réinstaller l'entreprise parce que c'était vraiment difficile. Alors, les deux entreprises, que ce soit Adcom, carrément Adcom, j'ai fermé, puisque c'était les centres multimédia en milieu scolaire. Et le cabinet Guaïd Africa, on était vraiment à Boya, mais on avait l'avantage que Boya et Limbe étaient utilisés pour des retraites et pour des formations. Mais les clients étaient de ce côté, donc on s'est redéployé ici. Alors, quand j'étais à Boya, mon petit déjeuner au matin, c'était le Kwakoko Bible. C'est le macabo râpé, oui. Avec des épices et tout, mais très bien fait. J'aime vraiment c'est sec, c'est bien. Et la dame de ménage, qui est comme la maman de tous nos 3 enfants, Mamie Lucie, c'est un bakweri. C'est une dame de great support. Elle le fait tellement bien. Donc pendant des années, et même maintenant, c'est elle qui fait et nous envoie. Donc, le matin, c'est un Kwakoko Bible. C'est vraiment avec toletti, le thé de Boya. Donc voilà, mon petit déjeuner, c'est à peine 250. Comme quoi, je suis moins cher. Mais William est en train de rire, je suis moins cher. William, tu m'invites, c'est vraiment 250, c'est bon. Je suis satisfait. Donc, caviar, tout ça, champagne, vraiment, je ne connais pas beaucoup. Mais il faut dire aux auditeurs aussi que vous avez une très belle apparence, vous n'êtes pas costaud. Oui, c'est quoi le secret? Le secret aussi, je marche énormément. Donc, dans toutes les sessions de formation du cabinet Guaïd Africa, regardez très bien. Oui. Il y a le sport. Il y a toujours le sport des activités très tôt. Oui, et puis même pendant les sessions, on danse énormément. C'est l'andragogie. Vous savez, les adultes ont une capacité de concentration très faible. Donc, si vous faites très très long, à un moment, ils peuvent somnoler. Ce n'est pas de mauvaise foi. Parce que le mec, quand il arrive à la maison, il y a un souci. Mais il est avec vous. Il a un souci avec la maman qui est peut-être malade, les enfants. Donc l'adulte a tellement de challenges qu'il faut faire attention. C'est pour ça que l'apprentissage des adultes, quand on maîtrise, c'est ça qui fait la force peut-être de notre cabinet. Parce on est calé dans ça. Et ça fait que ce sont des animations hyper dynamiques où l'apprenant est au centre de la session et non le facilitateur, et non le formateur. C'est pour ça que même le mot qui devient assez sympathique, c'est facilitateur. C'est même plus un formateur, c'est pas un prof qui vient donner cours. Non. Si William et toi on est dans une session, je prendrai des éléments de ta réalité. La réalité de William, c'est quoi? Et à partir de là, on bâtit, on co-construit une session. Et quand on ressort, ils disent « Ah, mais le coach Roland Koeman, il est top, il est top. » Parce que oui, ce n'est pas le Roland Koeman. Je ne fais pas une session pour moi. Oui. Quand je viens dans cette émission, ce n'est pas pour moi. C'est est-ce que celui qui nous écoute, est-ce qu'il a envie de... Qu'est-ce qu'il apprend? Quelle est l'utilité et la finalité opérationnelle de ma prise de parole, de cet entretien, de cette émission? Il faudrait qu'il apprenne quelque chose. On ne parle pas pour parler. Si ce qu'on va dire moins beau que notre silence, il faut se taire. Il faut se taire. Au-delà de la nourriture qui est celle du corps, il y a la nourriture de l'esprit. Est-ce que vous lisez beaucoup? Énormément. Première lecture, c'est la Bible. Donc, le matin, aujourd'hui même en audio. Donc, c'est dans la douche, on écoute. Oui. Mais aussi parce qu'il faut monter des modules. Quand on est dans la formation là maintenant, je lis beaucoup plus dans tout ce qui est management, leadership, dans mon domaine. Parce qu'il faut se réinventer. Il y a les clients, nous sommes ensemble depuis 6-7 ans. Il ne faut pas de réchauffer. Ça, c'est dangereux. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression, ah oui, mais le coach, non. Il faut. Donc, on regarde, oui, l'année passée, c'était quoi, les thématiques. Donc, vraiment, c'est dynamique. On se réinvente. Nous-mêmes, on ne peut pas être autant exigeant envers nos clients et ne pas être exigeant envers nous-mêmes. Donc, ça fait qu'on est obligé. Si pour écrire, il faut lire. C'est une signature que j'aime bien. Les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Or, s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de progrès. Dans la vie, on ne stagne pas. Soit on avance, soit on recule. Alors, c'est
bilan de la fin d'année ou du mois. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? On n'a pas stagné, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez avancé? Si c'est non, donc vous avez reculé. Vous avez reculé. Alors, être coach formateur en leadership, est-ce un métier? C'est quoi déjà être un coach? Ah, mais bonne question. Je croyais qu'on allait me parler de cette question. Non, mais un coach, c'est un accompagnateur. C'est un professionnel qui a quelques clés, quelques outils qui met au service des individus ou bien des organisations afin d'amener ces organisations d'un point A à un point B. Mais il n'est qu'un facilitateur. Le coach n'est pas un magicien, il ne fait rien d'extraordinaire. Il a beaucoup d'écoute. Si je dois accompagner ABK, prenons le cas de ABK, d'abord, c'est une démarche, ils doivent venir vers moi. Parce que c'est eux qui ont le challenge, c'est eux qui savent exactement ce qui ne va pas. Ils viennent et sollicitent le cabinet parce que nous sommes un cabinet. J'aime toujours le rappeler. C'est quand même un cabinet avec 15 collaborateurs, dont à peu près 6 stagiaires. Donc nous sommes une vingtaine. C'est tout un cabinet. Ce n'est pas Roland Comène. Même si c'est la marque qu'on connaît beaucoup, mais un collaborateur. Aujourd'hui, nous animons 3 sessions de formation au même moment, sans que je sois là. Donc, je voulais vraiment... Mais je referme la parenthèse en disant, donc nous accompagnons beaucoup plus les entreprises. Oui. Quand une entreprise nous sollicite, ah oui, bon, si c'est à moi, chez Coach Roland Comène, nous avons un challenge avec la motivation des équipes. Souvent, c'est DG et DRH. Donc, ils ont constaté que l'équipe est moins motivée, moins engagée. Ça, c'est une problématique. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils peuvent aussi me solliciter en me disant, il n'y a pas la cohésion. On bagarre, là. Ils bagarrent entre eux. Tel directeur ne s'entend pas avec. On peut. Donc, ils peuvent aussi dire qu'ils ont des soucis de performance, c'est-à-dire les résultats ne sont pas bons. Ils sentent que là, maintenant, ça ne ment pas passer les chiffres. Ça baisse, des chiffres baissent. Ils peuvent aussi dire qu'il y a un malaise. Ils sentent qu'il y a une tension, il y a le stress. Les gens sont très tendus. Et là, on nous appelle. Donc, quand on nous appelle, le client nous dit son ressenti, ce qu'il a observé. Mais nous, on ne s'arrête pas là. D'où maintenant l'avantage d'avoir des outils. Parce qu'une certification, c'est toute une technologie, c'est toute une science. Donc on va envoyer des documents à renseigner qui permettent maintenant d'approfondir. Vous voyez que la plupart du temps, peut-être ce qu'ils disaient, c'était des conséquences. 9 fois sur 10, ce qu'ils nous disent, c'est des conséquences. Mais quelle est la cause? Et à partir de là, on fait cet entretien, on ressort avec un ensemble d'éléments et maintenant nous faisons une proposition technique qui consiste à dire, bon, vous vouliez une session de team building, mais ce n'est pas le team building le problème. Peut-être il vous faut une session de formation. Oui. Là, c'est autre chose. Ils peuvent vous dire, bon, ils peuvent aussi nous appeler parce qu'ils ont une retraite. C'est-à-dire, ABK voudrait aller en retraite. Les managers veulent se retirer pour travailler leur plan sur les 3, 4, 5. Là aussi, nous, on a l'expertise. On peut vous accompagner dans la structuration, la démarche et la configuration et les sessions de brainstorming pour que ce soit un document qui sort de là, un document qui est vraiment l'émanation de la contribution individuelle et collective de l'ensemble des personnes qui sont allées dans une retraite. Parce qu'on peut aller en retraite, c'est mal fait. Le DG vient, ou le propriétaire, il dit allons en retraite à Kribi. On suit, on est 20. Vous allez à gauche, il arrive à sa retraite pendant 2 jours, parle seul. Vous savez, ça, on a vu il parle seul et il dit bon, on a fait une retraite, très bonne retraite à Kribi, les gars, je compte sur nous. Donc quand c'est l'expérience et l'expertise d'un cabinet comme le nôtre, souvent le DG, il est même en difficulté. Donc on peut arriver à une retraite où le DG dit, il y a même des moments où je demande qu'il nous excuse. Et on sort de là, c'est vraiment on sort de là, parce que souvent il peut être le problème de son entreprise. Le propriétaire de l'entreprise peut être un problème. Mais il ne se rend pas compte. Et nous, notre travail consiste à démontrer, mais avec toute la bienveillance, mais avec la rigueur et les méthodes, que voilà, c'est toi qui dois changer et non tes collaborateurs. D'où l'importance de l'investissement sur le capital humain. Donc c'est un métier qui nourrit son homme, mais qui est là pour répondre, parce qu'avant de dire on est coach de ceci, avant de dire qu'on est coach de ceci ou cela, on a d'abord un métier. J'aime toujours.
j'ai fait des études de marketing, c'est toujours et de management. Il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des avocats, il y a des enseignants. Donc, ce n'est pas un métier coach, ça ne veut rien dire. Il faut d'abord avoir un background. C'était quoi avant Donc ça? C'est plus une vocation. C'est plus une vocation. C'est même un appel. Parce que c'est un métier qui consiste à aimer l'homme et mettre l'homme au centre. Parce que vous amenez les clients à réussir. Et quand ils réussissent, vous êtes un homme heureux, vous êtes une femme heureuse. Des femmes qui sont dans le métier. Aujourd'hui, tellement de personnes disent être coach, mais quelles sont les qualités véritables d'un coach? Nous sommes un peu perdus. Quelles sont les compétences d'un coach et comment travaille-t-il? Ok, je dirais que déjà, il faut avoir un métier. C'est-à-dire, comment expliquer? Si tu décides de te lancer, au départ, tu n'es pas coach, mais tu as un background. Il faut avoir toute une histoire, un parcours professionnel qui te rend légitime. Oui. Maintenant, la certification en coaching te donne des outils. Mais dans la vie au quotidien, on accompagne nos mamans. Ma maman est mon coach. Mon papa a été mon coach. Sans peut-être avoir eu une certification ou des diplômes dans le domaine. Je reprends encore. Le coaching, c'est l'accompagnement. Oui. C'est accompagner des personnes d'un point A à un point B. Les personnes être la meilleure version d'elles-mêmes. Et maintenant, il y a des instruments. Nous, au cabinet, on a développé une méthodologie. On a ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse ERAI. Je l'utilise énormément dans le début. On a aussi des instruments comme l'inventaire personnel qui permettent de faire un diagnostic. Parce que quand un dirigeant vient te voir et te dit « j'ai telle difficulté », c'est toujours le questionnement, c'est des questions. C'est-à-dire dans le coaching, les questions sont plus importantes que les réponses. Mais ensuite, il y a des documents à renseigner. Quand il va renseigner, là, on sort maintenant avec une cartographie réelle des enjeux et des difficultés, des opportunités. Et là, maintenant, on met un plan d'action commun. Et pour notre cas, on a des sessions de 3 mois, de 6 mois, et même des sessions d'1 an, qui sont des cas exceptionnels. Et ça nourrit son nom parce qu'aujourd'hui, je suis sollicité par les entreprises, puisque mon positionnement et ma tarification, c'est haut de gamme. Oui. Donc individuellement, ça sera difficile pour quelqu'un de me payer. Donc c'est les entreprises. Et voilà comment ça se passe. C'est quoi? C'est quelque chose de très bien, de hyper passionnant. Maintenant, quelques conseils pratiques. Il faut être passionné, comme dans tout dans la vie. Il faut être passionné, il faut être outillé. Il faut se certifier, il faut se mettre à jour. Il faut beaucoup lire. Mais aussi, il faut être très, très professionnel. Être professionnel ici, c'est au niveau de la confidentialité. Par exemple, je ne donnerai jamais le nom de mes clients, sauf si eux ils disent. Dieu sait qu'on a beaucoup de dirigeants qu'on accompagne. Oui. Mais pourquoi dire que j'accompagne les Belges? Non. Voilà. Est-ce que c'est difficile, très souvent, au quotidien, d'instaurer le changement? Oui, le changement, c'est quelque chose de très difficile. Alors, donnons un cas simple. Quand on est tout petit, vous avez vu les enfants, quand ils partent à l'école, regardez bien la rentrée, je dis pas de maternelle aussi, vous avez vu, ils pleurent. La majorité sont en train de pleurer. Pourtant, c'est pour leur bien, mais ils refusent d'aller à l'école. Oui. Prenons encore le cas de bébé. Quand la maman veut changer les couches à l'enfant, l'enfant pleure. Pourtant, c'est pour ton bien que maman change les couches. Donc, le changement est souvent subi que voulu. Mais c'est une constance. S'il y a quelque chose qui est permanent, c'est le changement. On naît, on grandit, on meurt. Donc c'est le principe. Mais l'homme n'a pas compris qu'il doit intégrer le changement. Et l'un des éléments les plus puissants en matière de changement, c'est aussi l'état d'esprit. C'est pour ça que notre 4e livre, c'est sur la conduite du changement. C'est-à-dire, on s'est dit, on a pris 10 de nos clients, dont 10 dirigeants, et on a eu un entretien, comme cet entretien qu'on est en train d'avoir. Et je suis content parce qu'à peu près 80% ont fait le retour déjà de les réponses. Oui. Et le livre, premier trimestre 2024, il sort sur la conduite du changement dans les organisations en Afrique. Alors, dans ça, je peux partager 5 étapes essentielles pour les éléments de pédagogie pour nos auditeurs qui nous écoutent. Quand vous voulez faire le changement, que ce soit changement de stratégie, changement de maison, changement d'habit, changement de quelque chose, et que vous avez... Parce que si vous étiez seul, il n'y a pas un souci. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, si c'est vous pour vous, il n'y en a pas.
Mais si vous êtes dans une organisation, vous dirigez, dans une famille, quand on était tout petit, papa disait, allez, les gars, vacances, village. Il arrivait peut-être un vendredi du boulot, et dit, allons au village. Oui. Même la maman dit, mais il y a encore la nourriture au feu. Le père dit, il s'en fout. Allez, direction tout. Les habits ne sont même pas encore, c'était cette période où il pleut. Oui. C'était comme ça avant. Mais ce n'était pas bien. Mais cependant, dans le contexte d'avant, on n'avait pas de débat. Aujourd'hui, où nous sommes dans un monde assez ouvert, où les enfants doivent parler, contribuer leur point de vue, il faut faire attention. Donc, prenons l'entreprise. Avant, le dirigeant pouvait dire, c'est moi, mon entreprise. J'ai investi. Donc, je décide que la stratégie marketing doit changer. Le directeur marketing ne peut même pas s'exprimer. Parce que le patron, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir une expertise en matière de changement. Numéro 1, il faut expliquer le pourquoi. Donc, ça, c'est le premier principe, première étape de la conduite du changement, c'est d'expliquer. L'explication, ce n'est pas la communication, donc c'est la pédagogie. Ça appelle énormément à la patience, parce qu'il faut expliquer aux collaborateurs pourquoi on doit changer l'immeuble, pourquoi on doit changer la décoration, pourquoi. Et en deux, quand on dit pourquoi, c'est dire quels sont les enjeux, quels sont les bienfaits, quelles sont les raisons profondes et quels sont les avantages. Quand on termine la deuxième étape maintenant, il faut écouter. Donc le leader doit trouver le temps, un stylo, une feuille et demander à ses collaborateurs qu'est-ce qui vous fait peur. Parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Il va noter. Quelles sont vos craintes? Quelle est la compréhension que vous avez de ce changement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut retirer ou ajouter? Là, on tombe dans ce qu'on va appeler le sentiment d'appropriation. Les gars se disent, mais je pense que ce n'était pas aussi dangereux. On avait peur pour rien. En plus, le boss nous a associés et tout. Troisième étape, c'est les réticents. Il y aura tous les réticents. La plupart du temps, ceux qui sont réticents sont souvent extrêmement compétents. Oui, ils sont souvent bons. Alors, c'est un peu paradoxal. Oui, c'est-à-dire, les réticents, oui. Souvent, il faut jouer sur leur ego. Il peut être bon, mais il a peut-être une mauvaise attitude. Il se dit, bon, ça ne va pas marcher. Je vous dis, parce que je suis le gars le plus intelligent. Il veut challenger. Oui. Moi, je dis au leader, ne pars pas en frontal. Parce que tu auras des collaborateurs qui veulent montrer qu'il est un garçon, comme on dit au quartier. Ce que tu fais, tu l'appelles à côté. C'est une force. La négociation n'est pas une faiblesse. Le pardon, l'humilité, c'est une grandeur. Il faut être très grand. Il ne faut pas tomber dans son piège. Donc, invitation, oui. Séance de travail. Maintenant là, débat, pas d'homme, mais de principe. Alors, sur cette stratégie, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quelle est ta stratégie? Aussi, beaucoup d'humilité du leader parce qu'il est challengé. Mais là, il ne faut pas l'humilier, c'est pas devant. Donc, à partir de là, idée pour idée, débat et tout. Si tu es honnête, toi, le leader du changement, et que ce gars te donne des idées pertinentes, mon ami, tu peux revenir sur ta décision. Ça ne veut pas dire que tu es faible. C'est ce que j'ai dit. Donc, le réticent, c'est le principe aérodynamique. L'avion, pour décoller, qu'est-ce qu'il fait? Il décolle contre le vent. Oui. Si autour de toi, en tant que leader, tu n'as que des griots et des courtisans, j'ai pitié de toi. Ton organisation ne sera pas performante. Or, malheureusement, nous avons des leaders très faibles. Parce que William m'a challengé. J'ai dit, le petit là, n'est-ce pas, quand il donne mon idée, il va me sentir. Bon, le bébé est gentil avec moi. Oui. Même s'il raconte des bêtises. Donc, vous voyez, les leaders faibles s'entourent des griots et des courtisans. Les leaders performants, ce que j'ai appelé les leaders d'impact, oui. J'écris énormément sur ça, ils veulent être challengés. Ils n'ont pas peur d'être challengés. Ils veulent la différence d'idées. Et puis, they don't take it personal. I like it in English. C'est-à-dire, si Bébé me dit un truc qui est... Je ne dis pas... Je ne prends pas... Bébé, elle me cherche des histoires. Non, I don't make it personal. C'est une question de principe. Est-ce que l'idée qu'elle est en train de donner, c'est pertinent? Et là, ça appelle à beaucoup d'humilité de la part du leader. Oui. C'est pour ça qu'il est réticent au départ. Ne sont pas aussi des mauvaises personnes. Maintenant, si on fait cet entretien, on avec les réticents, et que je sors de cet entretien, je suis convaincu qu'ils sont dans l'erreur, et que je maintiens le cap,
Dans ce cas, on repart et j'ai dit au gars, ça y est. S'il n'adhère pas, là on coupe les têtes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les organisations? Dès que n'adhère pas, quand on dit couper les têtes, c'est je mets à côté. Oui. Je dis bon, voilà, au garage, je continue à William qui a été gentil. Non. Pourtant, je dois t'appeler, discuter avec toi. Je suis en train de parler d'un changement dans les organisations professionnelles où, de par un décret, tu peux être rédactrice en chef. Mais ce n'est pas que tu es la plus intelligente des journalistes. Parmi tes journalistes, il y a des gars on se connaît. Donc, sur un sujet, il peut te dire, sauf qu'il arrive que ce journaliste compétent ait des problèmes d'attitude, peut-être de frustration. Oui. Et souvent, c'est plus profond. C'est un malade. Quand il dit malade, ce n'est pas une injure, c'est quelqu'un qui a besoin de l'aide. Et c'est à toi le leadership. Le leadership devient très compliqué. Ce n'est pas des titres. Il dit en anglais, leadership is not titleship. Et d'ailleurs, vous le dites très souvent, qu'il ne suffit pas d'être CEO, promoteur ou manager pour être un leader. Là, c'est des titres. Ça ne fait pas de vous un leader. C'est des titres. En anglais, titleship. J'ai fait des écrits sur ça. Titleship is not leadership. A title, a function, do not make you automatically a leader. Donc, on peut être rédacteur en chef, directeur de programme, directeur général, maire, président. Ça ne fait pas de vous automatiquement. Vous voyez, c'est des titres. Oui. Le leadership, c'est quoi? Selon ma compréhension simple et passionnée du sujet, je vis de ce sujet, je respire de ce sujet. C'est toute personne. Toute personne. Ce n'est pas une personne spéciale. C'est toute personne qui a une vision. Il faut commencer par la vision. C'est-à-dire, s'il est rédacteur en chef, quelle est la vision qu'il a de sa rédaction? Le rêve, l'idéal. 1. 2. Qui inspire? L'inspiration ici, c'est quoi? C'est le type de discours qu'il tient. Son comportement. Il devient une référence, un modèle pour sa rédaction. Parce qu'il est exemplaire dans l'inspiration. La motivation. Qui motive? Qui motive, c'est-à-dire vous pouvez mourir pour ce rédacteur en chef. Vous pouvez mourir. Et ça existe. S'il dit gauche, tu dis vraiment, comme c'est, je viens, dimanche on viendra. Pour lui, je viens pour mon chef. Ça existe dans ce pays. Ça existe dans nos entreprises. Oui. Des personnes qui viennent pour le... Dimanche, je viens, mon chef, non, je viendrai. J'ai vu, on ne m'a pas dit, ça existe. Oui. Para, public, privé, ça existe. Donc, parce que la motivation, ce n'est pas qu'on a donné 10 francs. Le gars, la dame dégage la sympathie. On est prêt à mourir pour son chef. Motivation. Qui influence? L'influence positive. Qui te prend d'un point A à un point B. Qui peut te dire, bébé, tu vois, tu touches peut-être 150 000, oui. Mais je te conseille, tu peux épargner. Tu sais que tu peux. Et qui influence les collaborateurs. Peut-être un jeune qui fumait, parce qu'il te rend compte, il ne fume plus. C'est mon chef. Il était un peu paresseux, il n'est plus paresseux. Parce que tu l'as influencé. Et ça n'a rien à voir avec le titre. Tu n'as pas forcé. Mais ta façon de faire. Non, tu influences. Je donne une petite blague. Tous mes collaborateurs sont presque mariés. Tous ceux qui... Pourtant, je n'impose pas. Mais ils arrivent et tout après. Je pense qu'il faut que je me marie. Ils sont tous mariés. J'encourage. Ils voient. Parce que j'ai démontré que le mariage, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et que si on est marié à la bonne personne, bien entendu, on sera bien. On aura une vie socio-professionnelle épanouie. Donc, pourtant, je n'ai pas mis dans les... Mais pourquoi ils se marient? Et enfin, le leader d'impact est un serviteur. Et de tout ce que j'ai raconté depuis le début là, c'est le service qui est le niveau le plus élevé de ce leadership. Or, pour servir, il ne faut pas avoir les diplômes. Pour servir, il ne faut pas avoir les postes. C'est pour ça que dans tous mes échanges, j'aime toujours demander le nom de Miss Cameroun de l'année passée, d'il y a 2 ans. On peut trouver, ça sera un peu, mais le nom de ton instituteur, soit sur la CIL ou du coup moins 2, à 99,99%, on trouve. Pourtant, c'est une personne qu'on ne connaît pas. C'est un anonyme. C'est peut-être une industrie que personne ne connaît. Il n'est jamais passé à la télé, jamais à la radio. Mais toi, tu connais. C'est ça.
Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Roland Kouemen. Dans le tome 2 d'Esprit Impactitude, il y a une page dédiée aux remerciements. Vous remerciez votre épouse, vous remerciez Gustave Tonqueux, Émile, Siguen, votre équipe. Vous parlez de votre maman Mani Thérèse Chouassi, la maman des 10 enfants en or. Tout à fait. Alors, on a quelqu'un qui a tenu à vous laisser un message. Ok. Oui, je vous laisse imaginer qui c'est parmi les 5. Non, ça, vous ne voyez pas. On va écouter tout de suite le message. Oui, bonjour, très chère madame, et merci pour ce podium que tu nous donnes de pouvoir s'exprimer sur les personnes qu'on aime. Bonjour à Becca, bonjour à tous les auditeurs. Je suis justement de celles qui pensent aussi qu'il faut vraiment témoigner les personnes qu'on aime quand elles sont encore en vie. Je veux dire que j'ai la chance d'avoir à mes côtés un époux formidable, quelqu'un de très aimable, très bienveillant. Et je rends grâce à Dieu tous les jours que Dieu a créé pour cette belle personne qu'il est. Je me rappelle dans nos débuts, quand sa maman me parle de lui, parce que je le connais à travers sa maman, je lui disais, écoutez, ça ne m'intéresse pas, mais l'avenir nous a montré que j'avais tort et je suis aujourd'hui la femme la plus heureuse. Roland, c'est quelqu'un de très, très entreprenant. Je me rappelle quand je le présente à mon papa, et mon papa me demande, en fait, il fait quoi comme métier? J'arrivais pas trop à expliquer ce qu'il faisait. Il était encore dans les centres multimédia et tout. Bon, le papa aurait voulu que la fille épouse soit un avocat, quelqu'un qui a un métier de ce genre, soit un docteur, soit ainsi. Donc, papa, au début, était contre. Mais je me rappelle lui avoir dit, papa, écoute, c'est quelqu'un de très bien, qui partage les mêmes valeurs que moi et qui connaît la valeur humaine. La valeur humaine, c'est la chose la plus importante qui est au-dessus du matériel. Et je lui disais, non seulement il connaît la valeur humaine, mais c'est quelqu'un de très ambitieux, très entreprenant. T'inquiète, ta fille ne va pas dormir à la rue. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir ce partenaire avec moi. C'est un aîné de famille qui a commencé à être responsable très, très tôt, obligé d'arrêter les études quand ses amis ont continué en doctorat et autres, parce qu'il fallait qu'il prête main forte à ses parents, à son papa, à sa maman, avec quand même 9 petits frères à l'arrière, donc il faut le faire. Donc c'est quelqu'un qui a rapidement eu une responsabilité très très jeune, et on se rencontre étant des aînés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on partage. Donc c'est un grand frère formidable pour ses jeunes frères et sœurs, et qui a tracé la voie. C'est quelqu'un qui est passionné par la jeunesse. Il a eu un travail, mais il a laissé pour pouvoir se mettre en tant qu'entrepreneur, focus sur la jeunesse. Il est passionné par cette jeunesse-là à laquelle ils veulent tout donner, c'est-à-dire impacter le plus loin possible. Il est le numéro 9, comme je dis généralement, c'est notre numéro 9. Il travaille énormément. Parfois, j'ai peur pour sa santé. Et parfois, je dois tirer un peu les oreilles et parler un peu fort pour qu'il puisse se reposer. Donc, voilà un peu Roland. C'est le partenaire idéal que toute personne peut avoir. J'ai perdu mon papa très tôt. Il a vraiment été celui-là qui était là et qui continue à être là pour tout le monde dans ma famille d'ailleurs. Tout le monde sait. Et on me le dit tout le temps. Tu as épousé l'homme qu'il fallait. La meilleure personne qu'il te fallait,
c'est Roland. Nous revenons sur ce plateau avec une note d'émotion, l'émotion qui se fait ressentir sur le visage de notre invité, Roland Kouemene. J'espère que c'était une agréable surprise. Wow, comment vous avez fait? Parce que madame n'est pas dirais, là. oui, elle n'est pas là, elle est très loin. Ouais. Je vous dirai après. Auprès de notre fille. Voilà. Alors, le mot de fin, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Mais c'est merci. Merci, je ne m'attendais pas. C'est top. Merci. C'est nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Nous avons passé un moment, mais qu'est-ce qu'il est passé vite. Nous espérons vous avoir une seconde fois sur ce plateau pour parler évidemment de leadership. Merci pour toutes les astuces que vous avez développées pendant cette émission. Merci aux auditeurs qui nous ont accompagnés durant toute l'émission. Merci bien sûr à William Tchalek qui a assuré la mise en onde. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation sur ABK Radio.